Bonsoir. Y a-t-il un domaine où les inventeurs ne cherchent pas à innover pour nous rendre la vie plus facile? Ce soir, nous allons en avoir une nouvelle démonstration dans des domaines aussi variés que la maison, mais aussi la médecine, nos loisirs et même la sécurité. C'est parti pour une nouvelle promenade dans le monde merveilleux des inventeurs et de leurs inventions. Ce soir, E = M6 vous offre un tour du monde des inventions les plus incroyables, les plus surprenantes ou les plus farfelues. Elles changent ou vont changer la vie des bébés. L'image est incroyable. Des femmes et des hommes. La capsule reste dedans. Ou des animaux. Passe ça sur les poils de ton chien qui a festé de puce, tu ratiboises tout. Pour réagir à ces inventions, nous avons rencontré des spécialistes. Et rentrer dans la machine, je m'appelle Zoptest. Oh, c'est mignon, écoutez. Voilà une orthèse qui est faite sur mesure. Et pour en tester d'autres, Mac Lesguy a invité Jérôme Anthony et Stéphane Rothenberg. Stéphane, chaque chose doit être testée par quelqu'un qui est spécialiste. Bien sûr, moi je vole tous les jours sur l'eau, c'est bien connu. Pour le premier, ce sera assez calme. Tu sais, dans les ordinateurs, il y a toujours des poussières qui s'incrustent. Comment est-ce qu'on les nettoie? On les laisse. Bah non, regarde. Ah bon? Faut pas. Tiens, ça, c'est une invention absolument extraordinaire. L'animateur de Pékin Express, lui, va devoir donner de sa personne avec une invention qui va le transformer en super-héros. Incroyable, c'est génial, génial. Sur ou dans l'eau, sur Terre ou dans la maison, nous allons faire le plein d'innovations qui vont révolutionner notre quotidien. Ici, vous avez la chambre des enfants, avec notre cocon de bien-être. Et notre santé. Peux-tu fermer la main? Très bien. Et maintenant, ouvre-la. Ce soir, les inventeurs se déclinent en mode E = M6 et c'est parti pour 1 heure. Commander des machines par la pensée. Vous pensez peut-être à de la télépathie, du paranormal. Pas du tout, c'est très sérieux et ça change déjà le quotidien de personnes handicapées. Car vous allez voir que pour leur venir en aide, les inventeurs rivalisent d'imagination et l'homme bionique n'est plus tout à fait de la science-fiction. Regardez. Voici l'un des jeux qui fait fureur aux États-Unis. Ce jeune homme, Rory, fait monter une balle dans un tuyau sans le toucher. Mais comment fait-il ? Il se concentre et ordonne mentalement à la balle de s'élever. Facile à dire, mais beaucoup plus difficile à réaliser. En fait, il faut imaginer la balle flottant en l'air. Il faut y penser le plus fort possible. Et c'est pas très facile. C'est ça. Allons donc chercher les explications scientifiques à l'Institut national de recherche en informatique et en automatique. Anatole Lécuyer travaille sur l'interaction des ondes émises par notre cerveau avec l'environnement, et ce grâce à ce casque qui enregistre l'activité cérébrale. Donc Laurent, je vais te demander de bouger la main droite. Donc on regarde la zone du cortex moteur ici, qui correspond à la main droite, ça se trouve à gauche dans le cerveau, et ça doit s'allumer ici, lorsque tu bouges. L'activité cérébrale est ensuite recueillie par le casque équipé de capteurs. Le casque transmet ensuite l'information à un ordinateur. Allez à droite. Un ordre retranscrit enfin grâce à un projecteur. Effectivement, ça va bien à droite. Une invention qui va donc à terme révolutionner le jeu vidéo, mais pas seulement. Grâce à cette nouvelle exploitation de nos capacités cérébrales, on pourra, chose incroyable à ce jour, bientôt envisager de conduire sa voiture sans les mains. Le procédé est actuellement développé par un laboratoire allemand, et bien que ce soit interdit aujourd'hui, vous pourrez bientôt téléphoner et vous maquiller en même temps les filles. Mais à quel point se passer de nos mains au profit de notre seul esprit est-il difficile? Pour le tester en piste, Mac Lesguy. Bonjour. Coiffé d'un saillant bonnet à capteur, notre animateur préféré va tester une prodigieuse invention. Elle permet d'écrire une phrase sur un ordinateur sans toucher au clavier. Comment c'est possible ça? Alors, voyons comment ça marche. En fait, les lettres clignotent sur l'écran. À chaque fois que Mac voit celle dont il a besoin pour écrire son texte, son cerveau a un pic d'activité. Ce pic est enregistré par les capteurs du bonnet. Au bout de 5 apparitions de la lettre en question, l'ordinateur en déduit que c'est la lettre choisie. Il va immédiatement la transmettre au logiciel de traitement de texte. Et pour écrire 3 mots avec son cerveau, ça va prendre un certain temps à Mr. Lesguy. Et voilà. Je m'appelle Mac. Il m'a fallu une quinzaine de minutes pour écrire Je m'appelle Mac. Une personne bien entraînée peut descendre à quelle durée pour écrire ça? On peut diviser par 3. On peut diviser par 3. Donc en 5 minutes, je m'appelle Mac. Donc on s'approche d'un rythme d'écriture très... qui reste lent. Qui reste lent, mais qui est quand même, c'est quand même un progrès considérable. Marc, merci beaucoup pour cette démonstration. Je suis quand même extrêmement impressionné d'avoir écrit ma première phrase par la pensée. Une invention qui sonne donc le glas des fabricants de claviers. En revanche, il y a sans doute un créneau sur l'amélioration du design des bonnets à capteurs.
Quant à la souris, ses jours aussi sont comptés. Dans un futur proche, nous pourrons uniquement avec les mouvements de notre tête et quelques rictus nous déplacer sur un écran. Pour le démontrer, nous avons rendez-vous avec un ingénieur informaticien à La Défense, près de Paris. Pour cela, Armel Almeida utilise un casque bien plus chic que le bonnet de Mac. Ce casque, dans un premier temps, possède un gyroscope. C'est-à-dire qu'à tout moment, on va pouvoir déterminer la position de ma tête. Ensuite, le casque va pouvoir détecter les expressions de mon visage. Pour zoomer, faites un clin d'œil. Pour cliquer, faites un sourire à droite ou à gauche. Fermez les yeux pour décliquer la souris. Le casque reconnaît ses mimiques et les envoie à l'ordinateur. Et comme pour Mac avec son joli bonnet, ces électrodes captent aussi les informations émises par l'activité cérébrale d'Armel. Exemple, avec un puzzle. Rictus à droite égale clic de la souris. Mouvement de tête égale déplacement. Concentration égale pivotement des pièces. Et voilà comment réaliser un puzzle 4 pièces sans les mains. Nous avons vu les applications ludiques de cette invention. Nous allons maintenant voir qu'elle peut complètement bouleverser notre vie. Voici Patrick. Ce jeune Autrichien de 24 ans a été victime d'un accident de travail où il a perdu l'usage de son avant-bras et de sa main gauche. Il y a un an, on lui a posé une prothèse bionique. Elle est équipée de capteurs, reliés à la fois à son cerveau et à des nerfs prélevés sur sa cuisse et greffés dans son bras. Il peut ainsi envoyer des ordres de mouvement à son nouveau membre. Peux-tu fermer la main? Très bien. Et maintenant, ouvre-la. Depuis, sa vie a changé. Il est redevenu autonome. Lasser ses chaussures est à nouveau un geste simple. Il lui suffit d'imaginer qu'il fait ses lacets pour que son bras et sa main bioniques lui obéissent. Une invention chirurgicale qui va permettre dans quelques années de révolutionner notre quotidien, que l'on soit valide ou handicapé. C'est très spectaculaire, mais vous allez voir qu'au quotidien, pour aider les blessés, les opérés des membres, des jambes, des bras, des mains, à retrouver leur motricité, on fait des progrès très impressionnants. Et pour les découvrir, je suis à l'hôpital européen Georges Pompidou, à Paris. Suivez-moi. Professeur Masméjean, bonjour. Bonjour. Alors ici, vous êtes le grand spécialiste de la main. Aujourd'hui, pour venir en aide aux blessés, aux opérés de la main, pour les rééduquer, on a fait de grands progrès. On invente de nouveaux outils sur mesure. Exactement. Nous avons, pour rééduquer les patients qui ont été blessés au niveau de la main, la possibilité de faire des attelles ou des orthèses sur mesure. On peut en voir une? Alors, voilà une orthèse qui est faite sur mesure pour un patient qui a eu un écrasement du 5e doigt. Il s'agit bien sûr pas de moi. Et ce patient-là, lorsqu'on l'opère, on a pour but de lui redonner une sensibilité, bien sûr, mais aussi une mobilité du doigt. Et donc, pour l'aider à récupérer cette mobilité, vous avez un système ici d'élastique qui va permettre au patient de s'auto-rééduquer. Un peu moins sérieux, je voulais pas venir des mains vides, mais c'est quand même une invention tout à fait intéressante pour lutter contre les bactéries. Je crois que comme chirurgien, vous êtes très sensible à la lutte contre les bactéries. Absolument, oui. Alors, vous savez que même dans les salles de bain bien nettoyées, on le dit toujours, notre brosse à dents, c'est un véritable nid à bactéries. Regardez, ça c'est très très astucieux, c'est un étui stérilisateur. Vous mettez votre brosse à dents, vous fermez, et là vous avez une lampe ultraviolette qui s'allume pendant 6 minutes. 6 minutes, c'est le temps qu'il faut pour neutraliser toutes les bactéries de cette brosse à dents. Utile, non? Absolument, très utile. Ça, c'est une invention à recommander pour toutes les personnes sensibles des gencives, notamment pour lutter contre les bactéries. Merci beaucoup, professeur. Merci à vous. Direction maintenant une maternité. La sécurité et le bien-être des bébés et de leurs mamans intéressent beaucoup les inventeurs. Voici donc 2 innovations qui vont d'une part rassurer les futures mamans et d'autre part les toutes jeunes mamans. Et enfin, une 3e qui, cette fois-ci, j'en suis sûr, va passionner les messieurs qui, à l'inverse, ne souhaitent pas avoir d'enfants, du moins pas tout de suite. Regardez. Avant, pour passer une échographie, il fallait prendre rendez-vous, faire tapisserie dans la salle d'attente, tout cela pour voir son bébé quelques minutes en noir et blanc, et encore faut-il qu'il soit du bon côté. Alors fini la frustration, des inventeurs ont révolutionné l'échographie, et ce, à l'aide d'une ceinture scanner qui ressemble à une simple serviette et que l'on pose sur le ventre de la maman. Avec une simple pression, des capteurs photographient le bébé sous tous ses angles, et au bout de quelques secondes, l'image apparaît sur un écran géant. Et là, on peut voir sa progéniture, bouger en 3 dimensions, sans mal au cœur pour la future maman, au sommet de l'émotion. Oh, il a tourné. L'image est incroyable.
Cette ceinture révolutionnaire sera disponible d'ici 2015 et ô miracle de technologie, grâce à un appareil portable, on pourra non seulement observer à tout moment son enfant, mais aussi écouter les battements de son cœur. Du coup, même dans le ventre de maman, bébé devra déjà se tenir à carreau. Et quand il va naître, il faudra aussi le surveiller, car en France, en moyenne sur ces dernières années, il y a eu par an une dizaine de tentatives d'enlèvement d'enfants dans les maternités. Du coup, une invention, un antivol bébé, équipe de plus en plus les maternités françaises. Nous sommes ici à Bordeaux. Ce bébé de 2 jours se prénomme Rémi. Il est ici dans les bras de sa maman, Émilie. Et quand cette dernière essaye de prendre l'ascenseur avec lui, voilà ce qui se passe. Une alarme se déclenche. Rémi n'est pas un bébé bionique, non. Il est équipé d'un bracelet à puce électronique. En fait, l'alarme se met en rouge. Et là, impossible de s'échapper. Les portes refusent de se refermer. L'ascenseur ne se débloquera pas tant que je ne vais pas aller à quitter l'alarme. En fait, ascenseur, escalier, toutes les sorties de la maternité sont équipées de bornes électroniques qui traquent le moindre mouvement des nouveau-nés. Et c'est l'invention de la société d'Éric Dunem, dont il est le directeur technique. Il y en a à peu près une vingtaine sur la maternité qui sont installés pour créer cette zone de couverture du système de détection. Si quelqu'un tente de sortir de cette zone avec le bébé, toute la maternité est en état d'alerte immédiatement. Merci à ce bracelet qui contient les données inhérentes au bébé, son nom, son numéro de chambre et sa date de naissance. Mais alors, comment ça marche, docteur ? Alors, le RFID est une technologie qui permet une identification par fréquence radio de différents supports ou personnes. En clair, ces puces enregistrent et récupèrent les données à distance. Il y en a 2 sortes différentes. 1. Les puces passives. On les trouve dans les cartes de transport, dans les antivols des CD et DVD. Pour s'activer, ces puces doivent être en contact avec un détecteur. 2. Les puces actives, comme celle du bracelet bébé de notre maternité. A contrario, celles-ci émettent en permanence. Du coup, elles peuvent signaler leur position à n'importe quel moment. L'objectif, c'est de pouvoir signaler sa présence toutes les secondes dans l'environnement à surveiller. Comme s'il était équipé d'un GPS, le bébé est donc localisable en permanence. Bon, d'accord, mais si quelqu'un coupe le bracelet, que se passe-t-il ? Eh bien, l'alarme s'active immédiatement pour signaler qu'il y a embrouille. Quelles que soient les manipulations frauduleuses qu'on peut exercer sur le bracelet, c'est-à-dire soit le couper, le cacher ou essayer de l'arracher, la puce RFID active va émettre un signal qui va déclencher une alerte ou une alarme et prévenir le personnel soignant. Une invention qui évidemment permet aux mamans de ne pas stresser lors des quelques jours passés à la maternité. J'ai trouvé ça très rassurant en fait. Pour une maman qui vient juste d'accoucher. Bon, on a évoqué l'avant et l'après-accouchement. Parlons maintenant procréation. Pour ceux qui ne sont pas mûrs pour la maternité ou la paternité, voici une invention à but anticonceptionnel, le slip contraceptif. Et ça, c'est l'œuvre de Roger Miosset. Depuis 20 ans, ce chercheur en fertilité humaine travaille à un contraceptif masculin 100% naturel. En fait, son slip neutralise les spermatozoïdes. Bonjour, monsieur. Notre cobaye s'appelle Julien. Le jeune homme de 23 ans s'est porté volontaire pour le tester. Ce sous-vêtement, vous le mettez comme un sous-vêtement normal. Vous passez votre sexe par cet orifice. Ensuite, vous tirez sur la peau des bourses. Et vos testicules, qui sont normalement dans le fond du scrotum, vont remonter et se mettre dans cette position. En fait, cette invention s'appuie sur le fait que pour être performant, les spermatozoïdes de l'homme doivent être maintenus à 34 degrés. C'est la raison pour laquelle la nature est bien faite, les testicules sont placés à l'extérieur du corps. Avec ce slip, on remonte les testicules. Du coup, les spermatozoïdes remontent aussi en température, celle du corps, plus de 36 degrés. À cette température, les spermatozoïdes perdent de leur vigueur et ne sont donc plus en mesure d'assurer leur mission reproductive. Je voulais savoir, est-ce que ça change quelque chose à la sexualité de porter ce slip en fait ? Il est vrai que la question est pertinente, mais rassurons-nous, avec ce slip, l'homme garde sa virilité, ce sont uniquement les spermatozoïdes qui perdent en vigueur. Le principe reste le même. Mais côté esthétique, ce slip ne remplace pas votre boxer short préféré que vous pourrez enfiler par-dessus. Ce sera plus confortable et plus décent. Porté 16 heures par jour, ce slip fait sur mesure serait selon son inventeur efficace à 99%. Ah oui, dernière précision, au moment du câlin avec votre partenaire, vous pourrez l'enlever. Quand même. My hands just won't keep still.
Ici aussi, à l'hôpital Georges Pompidou, on innove pour améliorer le diagnostic et le suivi des malades. Suivez-moi. Elanie, bonjour. Bonjour. Enchantée, vous êtes infirmière ici à Pompidou. Qu'est-ce que c'est que cette machine? Je vous présente le neurone, qui est donc une machine qui centralise la tension, le pouls et la saturation des patients. Alors, vous pouvez rentrer dans la machine, je m'appelle Zoptest. Oh, bah, c'est mignon, écoutez. Oui. Arnaque Lesguy personnellement, mais enfin Zoptest, ça me va aussi bien. Ce robot remplace le relevé en papier qu'on voyait autrefois au pied du lit des patients. Tout est automatique, regardez. Je vais donc commencer à vous prendre les constantes. Et là, je vous mets le saturomètre. Vous appuyez juste sur un bouton. Exactement. La mesure se fait automatiquement et rentre directement dans ma fiche individuelle qui est dans l'ordinateur de l'hôpital. Exactement. Là, on a toutes les données affichées. D'accord. Donc on le voit bien, votre tension, votre pouls. Bon, 13,8, ça va. Et tout, exactement. 99 vous de respirez saturation. très bien. Ah oui, c'est très rare. Ah ben là, maintenant, vous êtes passé à 100%. Attendez, c'est énorme. Bon, 13,8, c'est très bien, hein. Oui. Donc là, par contre, le pouls, on se calme un peu parce que ça monte, ça descend un peu. Oui, donc mais là, je suis toujours quelqu'un, voilà, j'ai le cœur qui bat vite. Donc là, je veux prendre tout ce qui est dans cette machine et le transférer dans le neurone. Et donc c'est un vrai gain de temps. Tout à fait. Et un gain de sécurité et de fiabilité. Donc finalement, c'est le patient qui en profite. Et nous aussi, bien sûr. Et vous aussi, parce que c'est plus rapide, il faut quand même faire plus de choses. Et efficace aussi. Merci Elanie. Merci Mac. Au revoir, à bientôt. À bientôt. Et puisqu'on parlait tout à l'heure de surveillance des bébés, je ne résiste pas au plaisir de vous présenter le dernier né des systèmes de surveillance à domicile. Pour les parents, vous connaissez ceux avec le son, voici maintenant celui avec l'image. Une petite caméra reliée par onde radio à un récepteur. Il y a même des systèmes sur lesquels on peut surveiller via des caméras 4 enfants dans 4 chambres différentes. Voilà, c'est un véritable système de vidéosurveillance à domicile. Nous repartons maintenant au bord de la mer, à Marseille, où mon camarade Stéphane Rothenberg s'est porté volontaire pour tester une invention française absolument incroyable. Je vous demande exactement 2 secondes. Je vous prends tous ici. N'importe qui, je crains des gueules. Stéphane, merci beaucoup d'avoir répondu présent à mon invitation. Mais c'est un plaisir. Je connais ta passion pour tout ce qui est un moteur. Oui. Je vous ai présenté une invention française extraordinaire et son inventeur, Francky. Bonjour Francky. Bonjour, Francky, Stéphane. Alors, Francky, votre invention, elle est toute simple, mais il fallait y penser. Vous partez de notre jet ski, vous récupérez l'eau qui sort de la turbine et avec cette eau qui arrive sous vos pieds, que vous recrachez, en quelque sorte, vous volez sur l'eau. En fait, on récupère donc la pression et le débit de la turbine jet ski. Et grâce au système en fait, de pivot et de rotation, on arrive en fait à propulser l'eau sous les pieds et arriver à s'équilibrer dans les airs et voler comme des super-héros. Mais on peut aller haut? On peut aller jusqu'à 9 mètres, 9-10 mètres. Ah oui, 9 mètres au-dessus de l'eau. c'est un sacré appareil quand même. Moi, ça me rappelle même les vieux James Bond. Enfin, alors, à l'époque, c'était uniquement avec des trucs à réaction. Mais là, c'est impressionnant. Hein. Je te propose de prendre un petit peu de hauteur pour aller voir la démonstration. Et puis comme ça, on en profitera pour commencer à les changer. Oui, bah, j'essaierai. Je vais t'admirer. Hein, et je vais tout regarder. Ok, c'est parti. À tout à l'heure. Oula. Incroyable. Ouais, vraiment, c'est une super production américaine. Donc on voit très bien. Donc le jet d'eau qui met la puissance. La puissance, ça monte par le tuyau, ça ressort par les 2 bus sous les pieds et 2 autres petites qui permettent de s'équilibrer. C'est énorme. Ah oui, c'est quasiment du ski là. Regarde, ça c'est un truc incroyable. Avec les bras comme ça. Regarde. Bon, je vais me changer. L'eau est un peu froide, une combinaison t'attend. Dans quelques instants, Stéphane va tester l'invention de Francky. La mer et son incroyable diversité biologique de plantes et d'animaux ont toujours inspiré les inventeurs. En voici 2 nouveaux exemples. Comment, en étudiant le corail vivant, ils espèrent mettre au point un produit révolutionnaire contre les coups de soleil et comment la polyrequin les a mis sur la piste d'un revêtement qui permet d'aller plus vite dans l'eau. Regardez. Voici Maxime Bussière, champion de France du 50 mètres brasse 2010. Nous lui avons demandé de nous démontrer les capacités d'une invention qui fait jaser dans le monde sportif depuis plusieurs années. Il s'agit bien sûr d'une combinaison de natation qui permet d'aller plus vite. Via un montage parallèle avec et sans la combinaison, nous allons vérifier qu'elle permet effectivement de gagner en vitesse. C'est parti. Dans les 2 cas, Maxime fournit le même effort.
Et très rapidement, on s'aperçoit qu'il va plus vite avec la combinaison qu'avec un simple maillot de bain. Sur un 100 mètres, il va gagner plus de 2 secondes. Quand on arrive dans l'eau, on a l'impression d'avoir une accélération en arrivant dans l'eau et c'est ça qui est assez incroyable. Et vraiment, on est vraiment beaucoup plus porté à la surface et vraiment plus droit, quoi, plus gainé. Cette combinaison est en fait la combinaison, c'est le cas de le dire, de plusieurs constatations aquatiques. Partons d'abord pour l'École supérieure de physique-chimie de Paris. 2 chercheurs l'ont examinée sous toutes ses coutures. Et voici ce qu'ils ont découvert. Cette combinaison est en fait très rapide car elle diminue le frottement de l'eau sur le nageur. On appelle ça la traînée. Alors quand un nageur qui a un maillot de bain normal, et ici j'ai une petite poupée, plonge dans l'eau, eh bien il va y avoir un frottement des molécules d'eau sur la peau du plongeur, sur les coutures du maillot de bain. Et chaque fois que l'eau va rencontrer un obstacle, eh bien l'eau va former des petits tourbillons et ces tourbillons vont freiner le nageur. En fait, les zones du corps du nageur qui frottent le plus sont représentées en rouge. Hormis la tête et les épaules, ce sont la poitrine et les fesses. 2 zones qui correspondent à la partie gris clair de la combinaison et qui vont être compressées pour atténuer les frottements. Ainsi, elle va les réduire de 20%, faisant gagner 1 à 2 secondes tous les 100 mètres. Mais les inventeurs sont allés encore plus loin en concevant des combinaisons qui imitent la peau du requin mako. La peau de ce squale est recouverte de milliers de petits sillons, ce qui attire l'eau près du corps. L'eau oppose moins de résistance, ce qui permet aux requins d'atteindre des vitesses de plus de 100 km/h. Comparons 2 combinaisons, une classique lisse et une en mode peau de requin. Avec une combinaison lisse, l'écoulement de l'eau produit des turbulences autour du nageur. Avec une combinaison imitant la peau du requin, ces turbulences sont absorbées par les microsillons. Autour du nageur, l'écoulement est fluide et lui donne une vitesse supérieure de 4%. Et c'est à cause de ses performances que cette combinaison sera interdite au JO de Londres. Le requin mako gardera donc sa suprématie dans l'eau. La mer, source d'inspiration des inventeurs, 2e. Avec cette fois une invention qui va nous permettre dans le futur de nous passer de crème solaire. C'est ce que nous promettent les chercheurs. Et c'est sous l'eau qu'ils ont trouvé la solution en observant les coraux. Alors comment ces micro-organismes marins peuvent-ils nous aider à en finir avec la crème solaire? Eh bien parce qu'ils ont un mode de protection singulier, comme nous l'explique Jean-Philippe Cateau, responsable de l'aquarium d'Antibes. Les coraux vivent en association avec une algue qu'on appelle une zooxanthelle. Cette algue a besoin de lumière solaire, donc mieux ils sont exposés, plus ils reçoivent de lumière, plus les conditions sont favorables pour que l'algue soit en bonne santé, fabrique des sucres et donc que le corail bénéficie de la santé de l'algue. En fait, le corail a besoin de cette algue. Il se nourrit des sucres qu'elle produit. Seulement, si près de la surface de l'eau, le corail est exposé au rayonnement solaire. Pour pouvoir survivre, il produit grâce à cette algue un acide aminé qui le protège des UV. Cette molécule, que l'on absorberait sous forme de médicament, pourrait nous empêcher... J'ai attrapé coup de soleil. Et ce, pendant 1 semaine. Ces médicaments sont pour l'instant en développement. En attendant, profitons encore de se faire passer de la crème dans le dos. Retour à Marseille sur le port de l'Estac avec l'invention aquatico-volante de Frankie Zapata, que mon camarade Stéphane Rothenberg va maintenant tester. J'ai vraiment l'impression de mettre une tenue de super-héros. Écoute, au moins pendant quelques secondes, tu as la sensation que tu pourras en être un. Mais avant de devenir un super-héros, il faut écouter les bons conseils de Francky. Jamais nager, faut jamais nager. Toujours les bras le long du corps, très important. Il faut que tu restes droit, comme si tu étais déjà hors de l'eau, mais dans l'eau. Il faut vraiment éviter les chutes sur le dos. Faut que tu penses vraiment à prendre ta respiration parce que tu peux rester 4, 5, 6 secondes sous l'eau. Si tu reviens trop près du jet, je couperai les gaz pour toi. Mais bon, forcément, tu vas faire que tomber dans l'eau. Oui, je ne suis pas sûr d'avoir tout compris, mais... Écoute, bonne chance. Ça fait quand même beaucoup d'informations à intégrer en quelques secondes. Je suis sur le jet. Je vais essayer. C'est une notion de base. Écoute Mac, je comprends bien pourquoi t'as pas voulu le faire. Chaque chose doit être testée par quelqu'un qui est spécialiste. Bien sûr, t'as raison, je suis spécialiste. Moi, je vole tous les jours sur l'eau, c'est bien connu. Et écoute, tu as l'habitude de voler, tu as piloté des avions, tu as piloté des hélicoptères, et maintenant tu vas avoir la joie et le plaisir de piloter cette véritable planche volante. Allez, faut plonger. J'y vais là. Bon courage. Mais je sais que tu en as déjà. Si tu es là, c'est que tu es déjà courageux. 3, 2, 1. Allez, Mac, qu'est-ce que tu m'as fait faire?
incroyable, c'est génial, génial. Stéphane, raconte-moi quelle est la sensation que tu as quand tu commences à sentir que tu as de la puissance sous tes pieds. C'est un rêve de monde. Je t'ai vu faire des figures incroyables, des trucs de poissons. Parce qu'on sent là, tu vois, le moment où tu décolles, c'est un sentiment incroyable. Et très vite, on se dit, mais allez, on avance, on recule, on plonge. On a très vite envie de profiter de tout ça, c'est génial. Voilà, il faut quand même trouver son équilibre, donc c'est un peu plus compliqué que ça. J'avais l'impression d'être à 25 mètres. Hein. On n'a tellement pas l'habitude d'être en haut comme ça, tu vois. Moi qui généralement trouve mes mots, là, je ne les trouve pas. Voilà. C'est vraiment formidable. C'est vraiment un truc formidable. Ton invention est géniale. Il faut dire que c'est une invention qui est toute récente. Il l'a mise en ligne sur Internet. En 15 jours, tu avais déjà reçu plus d'1 millier de demandes de commandes d'achat fermes venant absolument du monde entier. J'ai envie d'acheter, moi j'ai envie d'acheter là. Stéphane, merci infiniment d'avoir... Merci à toi, ton témoignage est précieux. Je crois que tu es le premier animateur télé à avoir testé cette invention. Super. Merci beaucoup Francky. Merci Stéphane. Je vais te laisser repartir hein. vers Paris. Je vais d'ailleurs y aller moi aussi. Mais moi évidemment, magie de la télé, j'ai un petit temps d'avance. Direction le musée de l'air et de l'espace du Bourget pour découvrir des innovations en matière de sécurité. A tout de suite. Aller toujours plus vite, plus haut, plus loin, voilà un des moteurs de l'innovation. Ce qui pousse parfois l'homme à prendre des risques. Mais dans le même temps, d'autres inventeurs s'attachent à rendre notre vie, notre environnement, plus sûr. En voici deux exemples. Le premier concerne la sécurité des voitures dans les parkings. Le second, la sécurité des passagers dans les avions. Regardez. Partons pour l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle. Chaque jour, en moyenne, 50 000 véhicules y circulent. Avec 27 000 places de parking, autant dire qu'il y a un énorme trafic. Du coup, c'est un terrain de chasse privilégié pour les voleurs. En moyenne, un véhicule disparaissait chaque jour. La méthode la plus fréquente pour les voleurs était de venir avec un vieux véhicule, de rentrer dans le parking avec un vieux véhicule, de prendre un ticket, de voler le véhicule dans le parking et de ressortir avec le même ticket. Donc en gros, il échangeait entre un ancien et un nouveau véhicule dans le parking. Mais des inventeurs ingénieurs sont passés par là. Ils ont mis au point un système de sécurité infaillible. De quoi s'agit-il ? Pour le savoir, suivons le parcours d'un automobiliste se présentant au parking. On prend son ticket et on se gare. Jusque-là, tout paraît normal. Si cet automobiliste devient mal intentionné, voilà ce qui se passe. S'il essaye de ressortir avec le même ticket, mais pas avec la même voiture, lorsqu'il arrive à la borne, une barrière se referme derrière lui. Et quand il introduit son ticket, celui-ci est avalé par la machine et une alerte se déclenche. Alors, vous voyez ce qui s'est passé là, c'est que sur l'écran est apparu un défaut de plaque minéralogique. Donc c'est un véhicule qui a été bloqué puisque en entrée et en sortie, la plaque minéralogique ne correspond pas au ticket qui l'accompagne. L'astuce est la suivante. Lorsqu'un véhicule entre dans le parking, sa plaque d'immatriculation est enregistrée. Le numéro est immédiatement associé au ticket. Pour ressortir, si le ticket et la plaque ne correspondent plus, la voiture est bloquée. Et si maintenant notre petit malin remplace la plaque minéralogique de la voiture qu'il veut voler par celle avec laquelle il est entré? Est-ce qu'il va flouer le système de surveillance? Eh ben non, il est à nouveau piégé. En fait, le système de sécurité est encore plus malin. À l'entrée, il prend une photo du véhicule, puis il vérifie qu'elle coïncide avec celle de la sortie. Tout le devant de la voiture doit correspondre, phare, calandre, plaque d'immatriculation. S'il y a la moindre anomalie, ça ne passe pas. Là en revanche, c'est bon, du coup. Aujourd'hui, il n'y a plus aucun véhicule volé. Nous sommes maintenant à 0 vol de véhicules par an. Puisqu'on est à l'aéroport, restons-y. Cette fois, nous allons tenter de prendre l'avion. Mais avant, il faut enregistrer ses valises, faire inspecter le contenu de son bagage à main, le détecteur de métaux, voire la fouille corporelle. Retrouvons l'inspecteur McLesguy qui a enquêté sur les rouages d'un système de sécurité bien huilé avec les dernières inventions en la matière. Rendez-vous tout d'abord chez un constructeur d'équipements de sécurité. Dominique. Mac, bonjour. Bonjour, enchanté. Alors, j'ai plein de questions. La première, comment le contenu de nos bagages est-il inspecté? Donc j'ai mon sac, on va le mettre dans la machine. Y a-t-il des objets suspects dans le sac de Mac? C'est la machine à rayons X qui va nous le dire. Les rayons X se propagent en ligne droite, comme les rayons lumineux, mais ils sont plus énergétiques. Ils peuvent traverser de part en part un objet quel qu'il soit. Sous le tapis, le détecteur est relié à un écran, ce qui permet d'observer le contenu des bagages en couleur.
tout ce qui va être orange, en fait, ce sont des matières organiques. Matières organiques, donc, c'est plastique, tissu. Ça peut être aussi des narcotiques, mais aussi des substances explosives. Tout ce qui est en bleu, c'est tout ce qui est métallique. D'accord. Alors, on a des bleus relativement clairs, ce sont plutôt des alliages, des aluminiums, et puis ensuite, après, des bleus beaucoup plus soutenus, des aciers, ce genre de choses. Qu'est-ce qu'un opérateur expérimenté va voir immédiatement? Donc ça, c'est un téléphone. Bien vu, c'est mon téléphone portable. Et ceci ici? Ça doit être un trousseau de clés. Tout à fait. Alors, il y a une forme un petit peu bizarre, c'est celle-ci, cet anneau-là. Qu'est-ce que c'est? Alors, cet anneau, ça ressemble à un étui plastique, hein, et avec un fil à l'intérieur. Pour moi, c'est un badge d'accès. C'est parfaitement juste. Effectivement, c'est mon badge d'entrée à M6. Un sans faute, les opérateurs formés et expérimentés peuvent identifier d'un coup d'œil le contenu de nos sacs, à commencer par les objets dangereux comme un couteau ou un revolver. Doucement Mac, même si celui utilisé pour le test n'est pas chargé. Alors, si je mets ce revolver dans cet axe, de manière à ce qu'il soit le plus discret possible, on va le voir quand même? On verra peut-être pas exactement la forme du revolver comme on peut se l'imaginer, mais on va voir une forme noire de très forte densité, puisque là, les rayons X vont avoir du mal à traverser la matière. Là où il n'y a aucun doute possible, c'est une arme à feu. Là, il n'y a plus qu'une seule chose, c'est ouvrir tout de suite le bagage et confisquer l'objet. Oui, il vaut mieux. Vaut mieux. C'est clair. En fait, les rayons X sont l'œuvre d'un Allemand, Wilhelm Röntgen. Voici la première image du genre. C'est la main de sa femme. Une image de 1895. Cette année-là, il a découvert qu'avec un rayonnement électromagnétique comme les ondes radio ou la lumière, on pouvait pénétrer facilement la matière molle, comme le carbone, l'oxygène et l'azote, et aussi que les rayons X sont facilement absorbés par la matière dure. Ils traversent la chair et sont arrêtés par les os. C'est ce qui permet l'imagerie médicale. Pour en revenir à notre problématique sécuritaire, la solution idéale serait, comme pour les bagages, de passer chaque passager sur le tapis roulant avec rayons X. Évidemment, c'est interdit. Alors la solution, c'est Martin Annis, un Américain qui l'a trouvé. Démonstration à Manchester. Première étape, portique de sécurité, rien d'extraordinaire. Et deuxième étape, et ça c'est nouveau, le scanner corporel, le backscatter. Comment marche cet appareil? Est-ce que les rayons X vont traverser le corps? La machine fonctionne avec 2 rayons X. De chaque côté de la machine, les rayons bougent de haut en bas, pendant que le passager reste à l'intérieur. Les rayons X pénètrent seulement la peau de 10 mm. Cette innovation est la suivante. Les rayons rebondissent sur notre corps, à la manière des rayons lumineux sur un miroir. C'est en fait sur l'eau de notre corps qu'ils rebondissent après avoir traversé nos vêtements. Ça produit une image qui est visionnée par un opérateur dans une pièce isolée de l'aéroport. C'est une image du passager nu qui montre tout ce qui se trouve sur le corps. Le métal, la céramique, tout objet, tout matériel qui pourrait être considéré comme une menace dans un avion. Voici ces images. Elles révèlent le galbe de notre corps, mais surtout tous les objets que l'on pourrait cacher sous nos vêtements. Et évidemment, pas de voyeurisme puisque les rayons X ne traversent pas notre corps. On ne voit donc pas dans le détail les organes et le squelette. Et ce n'est pas dangereux pour la santé. Il faudrait en effet passer 20 000 fois au scanner corporel pour être soumis à la même intensité de rayonnement que lors d'une radiographie médicale. Voyons maintenant ce que donnent les images de Mac après être passées au scanner corporel. Ça ouvre ? C'est la porte de la pièce où les images sont analysées. Mais évidemment, même vous, équipe d'M6, ne pouvez la franchir. Je ne connais même pas le code. Ces images restent donc strictement confidentielles. Quant au système, il est 5 fois plus rapide que la fouille classique et permet pour ceux qui sont chatouilleux d'éviter les palpations. Comme en général, les gens n'aiment pas être touchés, c'est mieux de passer par le scanner corporel. C'est plus sûr, je pense qu'il faut une sécurité plus rapprochée de toute façon. On est bien d'accord. En fait, 95% des passagers qui l'utilisent préfèrent ce système. En France, même s'il est au cœur d'une controverse, il devrait bientôt équiper l'ensemble de nos aéroports. Alors en France, ces scanners corporels sont aujourd'hui interdits, mais dans d'autres pays, aux États-Unis par exemple, ils sont en train de s'imposer. On peut donc penser que dans quelques années, ils vont arriver eux aussi dans notre pays. Allez, on va retourner à Marseille en essayant une invention qui jusqu'à présent n'a jamais très bien marché, sauf au cinéma ou à la télévision, la téléportation. C'est parti.
Les inventions qui nous facilitent le quotidien, ça commence bien sûr à la maison. Dans quelques instants, nous allons découvrir celle-ci, près d'Aix-en-Provence. C'est une maison écologique et bioclimatique. Et d'ailleurs, je ne vais pas la découvrir tout seul, mais avec quelqu'un qui lui aussi a l'habitude de visiter des maisons pour y découvrir des trésors. Jérôme, bonjour. Comment ça va? Bien. Est-ce que cette cravate est biodégradable? Mais bien évidemment. Ah bon, c'était le minimum. C'est Évidemment, c'est formidable alors. Regarde. Tu vas voir, c'est une véritable machine à tirer parti du climat pour consommer très peu d'énergie. Elle est aussi innovante à l'intérieur qu'à l'extérieur. C'est jolie et intelligente. Exactement. C'est une maison à marier, quoi. C'est une maison à marier. Tiens, je laisse installer. À tout de suite. Des inventions qui nous concernent au premier chef, ce sont bien sûr celles qui améliorent notre vie au quotidien. En voici deux exemples étonnants, un lit révolutionnaire et un miroir intelligent pour commencer la journée du bon pied. Direction la maison du futur près de Bruxelles. Nous allons y ouvrir le chapitre de la chambre à coucher. Bienvenue dans la maison du futur. Au siècle dernier, voilà à quoi ressemblait une chambre d'enfant. À moins d'être adepte du vintage, on ne devrait plus voir ce genre de nid pour nos petits. Dans quelques années, voici l'endroit où nos enfants évolueront. Ici, vous avez la chambre des enfants, avec tout d'abord notre Moby ou cocon de bien-être. L'idée ici, c'est de vous montrer que dans le futur, eh bien, on vivra peut-être tous dans des plus petites pièces pour économiser notre énergie. Donc au lieu de chauffer une grande pièce et avoir beaucoup d'électricité, on va chauffer l'intérieur du cocon et donc utiliser ici la technologie des LEDs, des lumières plus écologiques. Une autre idée ici, c'est l'oxygène à l'intérieur qu'on va continuellement purifier. Donc aujourd'hui, malheureusement, de plus en plus de gens ont des problèmes d'allergie et d'asthme. Eh bien, une fois que vous êtes dans le cocon, vous en souffrez plus. Et ces objets intelligents prendront aussi place dans nos salles de bain. Il ne s'agira plus seulement de se raser ou de se maquiller face au miroir, celui-ci sera truffé d'électronique. Lorsque vous arrivez dans votre salle de bain, vous pouvez en fait activer un miroir intelligent qui est relié avec Internet. Et à partir de ce miroir, vous avez 3 écrans qui s'ouvrent. Premièrement, vous avez l'écran là-haut qui est en fait le journal de la journée qu'on peut suivre en direct. Il y a des bouchons, vous aurez dû vous réveiller une demi-heure plus tôt. Aussi. Autre chose qui est très utile, c'est de savoir s'il faut prendre le parapluie. Donc on vous montre la météo de la journée et des jours à venir. Si maintenant le matin vous voulez tout simplement avoir un peu de musique pour vous réveiller tranquillement, eh bien vous actionnez la musique et vous avez en fait la musique que vous avez vous-même téléchargée avant qui commence à jouer. Une tablette électronique à la dimension d'un miroir, gageons que le matin, il va y avoir foule dans la salle de bain. Il y a intérêt à faire un planning. Regarde ton ordinateur. Oui. Tu sais, dans les ordinateurs, il y a toujours des poussières qui s'incrustent. Comment est-ce qu'on les nettoie? On les laisse, on fait comme ça. Bah non, regarde. Ah bon, faut pas. Tiens, Ah bon. ça, c'est une invention absolument extraordinaire. Ouvre et dis-moi ce que c'est. Ah mais ça me rappelle quand j'étais gosse, ça c'est du slim. Je vois Alors très bien. maintenant, passe-le sur ton ordinateur. Voilà, comme ça. Appuie Je bien, fais fais-le rouler. bien rentrer. Tu vas regarder, il va s'incruster. Ah oui, ça rattrape toutes les... Comme c'est fortement cohésif. Cohésif donc. Hein. Cohésif, tu vois, Cohésif, bah cohésif. C'est-à-dire que tu vois les poussières que tu récupères entre les touches. Ah ouais, très bien. Pas de gaz propulseur. Voilà, c'est Ah extrêmement voilà, respectueux. d'habitude c'est ça, le gaz propulseur. Extrêmement respectueux de l'environnement. Tout reste dedans quand même. Hein. Tout reste à l'intérieur. Et ça marche aussi pour le visage évidemment. Quand c'est un peu compliqué. Et ça peut marcher pour le visage si tu veux essayer. Je pose, je mets de côté alors. Hein. Tu peux le garder. Bravo. Bien souvent, les inventions naissent d'un hasard heureux, d'un improbable concours de circonstances. En voici 3 exemples qui vont sûrement vous étonner. Voici comment sont nés la supercolle, le bloc-notes adhésif et enfin les feux d'artifice. Partons tout de suite pour le hangar de l'usine où l'on produit des tubes de supercolle. Est-ce que cette colle peut supporter vraiment mes 75 kilos? Absolument, cette colle peut supporter le poids d'une personne. On va le montrer avec ces 2 petites plaques sur lesquelles on va simplement mettre une goutte de colle. Ça, c'est vraiment incroyable. Donc, ça fait à peine 1 cm², une seule goutte de colle. Et ça, normalement, ça tient mes 75 kilos. Exactement. Bah écoutez, moi, je suis prêt à relever le défi. Nous aussi. On y va, très bien. Alors, Natacha, j'imagine ici. Bon, on garde quand même une sangle ici pour la sécurité. Anthony, je vous laisse faire. On y va. Une expérience sans trucage, cela va sans dire. Une goutte. Une seule goutte. Et maintenant, on va assembler les 2 anneaux. On va serrer. Cette goutte de colle peut-elle supporter le poids de ma Klesgi, lunettes comprises? Réponse, maintenant. Et on compte 10 secondes? On compte à peu près 10 secondes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10. J'arrive pas à croire que je vais tenir. Allez, un peu de courage. Bon, on essaie? On essaie. Ouais, les 10 secondes sont écoulées. Ali, on peut monter? On y va. On va bien voir, hein. Alors si ça tient, je vous tire mon chapeau, hein. Incroyable. Ça tient. Et il y a bien la sangle, on tient bien exclusivement grâce à cette goutte de colle cyanocrylate entre ces deux minuscules plaques de métal. Bon, je savais que ça devait marcher parce que la science le dit, mais c'est vraiment très 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 étonnant. Et en plus, c'est amusant. Mais quel poids cette colle est-elle capable de supporter? Réponse avec un simple test. 356 kilos, 4 fois le poids avec ses lunettes de Mac. Merci beaucoup. Cette incroyable invention a vu le jour près de New York, il y a 70 ans. On est en 42, c'est un chercheur qui s'appelle Harry Cover, ça ne s'invente pas, c'est pas une blague, qui cherche en fait à mettre au point un plastique très transparent pour des verres de visée pour les armes à feu, c'est ça? Oui, ce chercheur va se rendre compte que cette matière qui est très transparente est par contre trop collante pour son application et va l'abandonner. Déçu, il est à 1000 lieues de savoir qu'il vient de mettre au point, sans le vouloir, l'une des inventions les plus utilisées au quotidien. Ce n'est que 16 ans plus tard qu'il se rendra compte qu'il a inventé avec ce plastique la colle la plus forte au monde. Alors, la chose qui est très étonnante, on n'a pas l'habitude de voir une colle cyanoacrylate à l'air libre comme ça, c'est toujours dans un tube. On se rend compte que c'est extrêmement liquide, on dirait vraiment de l'eau. C'est comme de l'eau parce que c'est une molécule finalement qui est très petite, comme celle de l'eau, mais qui va, en polymérisant, se lier les unes aux autres et former un grand réseau. Et ça forme un réseau donc extrêmement dur. La polymérisation, c'est une réaction où les molécules de cyanocrylate s'assemblent pour former une matière compacte. Cette réaction a lieu instantanément au contact de l'humidité qu'il y a dans l'air. Mais attention, cela ne marche pas s'il y a de l'oxygène. Voilà pourquoi, pour chasser cet oxygène contenu dans l'air, il faut faire le vide en appuyant fortement sur les deux parties à assembler. Voilà, j'appuie pour bien chasser l'air. Et au contact, les deux conditions vont être réunies, présence d'humidité et absence d'oxygène. Alors, dernière histoire très étonnante, c'est que beaucoup de chercheurs ont cherché dans beaucoup de laboratoires à la mettre au point. L'un d'entre eux n'y est pas arrivé, mais au cours de sa recherche, il est tombé sur une colle très imparfaite, mais qui lui a donné l'idée d'un produit dont aujourd'hui on ne peut plus se passer. Quel est ce produit? Regardez. Depuis quelques années, ce produit qui fait l'objet d'une nouvelle création artistique sur les baies vitrées de nos bureaux, c'est le bloc-notes adhésif. Le poste-le en français dans le texte. Voici la création d'une société informatique lilloise. À l'envers, et là, à l'endroit. Magnifique. Détourné de son utilité première, il a avant tout un rôle de pense-bête. Et ce petit bloc aux couleurs disco 80s tout en fluo a été aussi inventé par hasard. C'est lui, Spencer Silver, un chercheur américain qui, en voulant mettre au point une colle forte, tombe en 1968 sur une substance aux capacités surprenantes. En fait, elle adhère très peu. Du coup, elle n'intéresse personne, sauf Art Fry, l'un de ses collègues, qui lui va avoir la lumineuse idée. À l'époque, Art est chanteur dans une chorale. Il utilise la colle forte ratée pour coller et décoller de petites notes, un pense-bête s'entend, sur ses partitions. Pas si bête que ça, car c'est ainsi que l'ancêtre du marque-page adhésif voit le jour. Mais quelle est la formule magique de cette colle? Pour nous l'expliquer, voici Caroline, ingénieure-chercheur qui développe des adhésifs auprès d'un fabricant. On s'aperçoit que cet adhésif est en fait constitué de nombreuses petites sphères collantes qu'on peut appeler des microsphères. Des petites billes séparées les unes des autres. C'est le secret de cette formule. Des microsphères qui ont d'étonnantes propriétés. En fait, elles sont élastiques. Voici pourquoi on peut coller et décoller ces petits carrés de papier autant de fois qu'on veut. Grâce à cette invention due au hasard, vous pouvez laisser tous les jours sur le même pense-bête adhésif les mêmes instructions. Et maintenant, le bouquet final des inventions dues au hasard. Retrouvons Mac dans une ambiance festive. Aujourd'hui, pas de grande fête, pas de festival sans un feu d'artifice comme celui que vous voyez derrière moi, ici au Futuroscope. Mais savez-vous que le principe des feux d'artifice a été inventé il y a plus de 14 siècles par hasard? Quelle est l'histoire de cette découverte? Comment obtient-on les différentes couleurs des flammes, des étincelles que vous voyez derrière moi? C'est ce qu'on va découvrir dans un instant avec un spécialiste. Suivez-moi.
Jacques, bonjour. Bonjour. Vous travaillez ici dans ce laboratoire de combustion du CNRS, à l'ENSMA. Alors, expliquez-moi la base du feu d'artifice, ce qui propulse les fusées, ce qui fait les belles gerbes, c'est quoi? Eh bien, c'est de la poudre noire. Alors, la poudre noire, je vois que c'est quelque chose de très vieux, inventé Bien sûr. quasiment par hasard, il y a 1400 ans à peu près en Chine. C'est simplement une erreur d'un cuisinier hein, qui a fait mélanger des substances par erreur et puis ça a eu une réaction très très vive et puis il a dit c'est intéressant. Et oui, c'est sans doute pour augmenter la chaleur de son four que ce cuisinier chinois a ajouté à son bois du soufre et du salpêtre, une substance que l'on trouve sur les murs des caves. Et le résultat fut explosif. Ces 3 ingrédients, ça fait donc De la poudre noire. De la poudre noire. Pourquoi est-ce qu'elle brûle aussi facilement? Alors elle brûle aussi facilement parce qu'elle n'a pas besoin d'oxygène pour brûler. Ça brûle tout seul. Démonstration. Prenons une mèche qui renferme de la poudre noire. Au contact d'une flamme, elle brûle immédiatement. De plus, lorsqu'elle est emprisonnée dans une gaine, l'énergie est décuplée. Alors, la combustion de la poudre noire donne une lumière orangée. Comment fait-on maintenant pour que, dans les feux d'artifice, il y ait du rouge, du vert, du bleu, etc. Eh bien on va rajouter des matériaux dans la poudre noire ou on va substituer un des composants de la poudre noire. Par exemple, on va rajouter de la poudre de cuivre. Alors, la poudre de cuivre, elle est là. Alors, facile, elle est rouge, donc j'imagine, flamme rouge. Eh bien non, ce sera du vert. Ah bon? Voyons. Ah, effectivement, c'est vert. C'est vert, hein. C'est très très vert. C'est même très vert. La poudre de fer maintenant. Oh, du jaune. C'est jaune avec en plus des effets de pluie lumineuse. Et avec du magnésium, ce sera blanc. Alors évidemment, ce ne sont pas les mêmes effets. Hein. Et maintenant, Mac va se transformer en artificier sur le terrain. Alors, je voudrais le vert, par exemple, le vert, alors, avec le vert, cuivre. Sur la 2. Donc, j'appuie ici sur 2. Pareil qu'au laboratoire, la fusée qui contient du cuivre prend la même couleur. J'y vais. Avec du fer... Alors là, on voit très bien, effectivement, les étincelles jaunes de la limaille de fer. Grâce à la chimie, les effets sont multiples. Reste à faire exploser les fusées à la bonne altitude. Et là, comment fait-on? Alors voilà une bombe, elle est en 2 parties. Il y a cette partie conique ici et il y a une boule en haut. Alors cette partie conique à l'intérieur, il y a de la poudre qui va s'enflammer et qui va propulser la munition. La munition. Alors, accroché, collé au bout de ce propulseur, on a donc la deuxième partie. La deuxième partie qui est la bombe. Et je comprends bien qu'elle est ici remplie de cette poudre mélangée à la matière éclairante. Voilà, ce qui va faire des effets de couleur. Alors comment on fait pour que ça n'explose que quand la fusée arrive en haut? On a une petite mèche lente ici. Cette partie qu'on voit ici, qui va brûler lentement pendant la montée de la bombe. Une fois que la bombe arrive à son apogée, elle va exploser. Et voilà le résultat. Et tout ça grâce à l'invention faite par hasard de ce cuisinier chinois il y a 1400 ans. Je crois qu'on peut le remercier. On peut le remercier, il nous enchante encore aujourd'hui. Jérôme, on a un petit creux? Non, pas du tout. Alors non, pas du tout. Alors, il y a longtemps que je faisais une expérience. Ah, laquelle? Alors, t'as un petit creux, oui. Justement. Tu prends un gâteau, oui. Tu le saisis, oui. Tu en manges, oui. Et tu as moins faim. Astucieux, non? Astucieux. Effectivement, voilà. Manger est une très bonne réponse à la fin. Alors, tu sais d'ailleurs que les Américains adorent boire leur café en mangeant des cookies. Oui. Typique. Oui. Mais il y a souvent un problème, c'est que tu vois, tu prends un mug classique, quand tu fais ton cookie à la maison, parfois il est grand, et tu as du mal à le rentrer dans ton mug pour le tremper dans le café. C'est vrai. C'est ça qui est bon. Alors regarde, l'imagination des inventeurs est sans limite. Alors regarde d'abord ce mug. Il a quelque chose de spécial. C'est que l'anse fait partie du mug. Et l'anse est creuse, tu vois. Donc ça veut dire que si tu as un cookie de grande dimension, tu peux le rentrer sans aucun problème. C'est extraordinaire. Extraordinaire, c'est non? formidable. Alors regarde maintenant celui-ci. Alors lui aussi très pratique. Tu peux te balader partout dans la maison. Et qu'est-ce qu'il a de particulier alors? Regarde bien. Il a... Ah oui, il a un rangement ici. Il a un rangement, il a un porte-cookie, tu vois, et tu mets le cookie à l'intérieur, ici, et tu trimbales partout dans la maison avec ça. Non, franchement là... Avoue que c'est pratique. Là c'est le top du top. Un mug pour toi, parce que j'ai vu que tu aimais bien les cookies. Très bien. Et tu vas voir, Jérôme, c'est pas fini. On se retrouve tout à l'heure? T'en as d'autres? Oui. Vous voyez cette maison, elle est en bois, elle est représentative de cette nouvelle génération de maisons qui s'écartent des matériaux traditionnels comme la brique ou le parpaing. Et dans ce domaine, les innovations se multiplient. Matériaux recyclés, nouveaux isolants, voici quelques exemples de ces maisons qui changent tout pour le plus grand bien de l'environnement et du portefeuille de leurs propriétaires. Regardez.
Au XXe siècle, nous avons pris l'habitude de vivre dans des endroits comme celui-ci, ou pour les plus chanceux, comme celui-là. Mais à l'heure où l'accession à la propriété et l'énergie coûtent de plus en plus cher, et qu'on nous parle de plus en plus de recyclage et de développement durable, voici la maison qui pourrait satisfaire tout le monde. Direction Gers, dans la Manche, où avec des bouteilles en verre, des canettes vides et des pneus usagés, un couple d'Anglais a construit ce qui sera peut-être la maison du futur. Le principe de cette maison, c'est pour utiliser les matériaux de déchets qui sont gratuits pour tout le monde. Et oui, aussi incroyable que cela puisse paraître, avec des pneus, des bouteilles, des canettes et aussi de vieux vêtements de récup, on peut remplacer les briques, les parpaings et la laine de verre. La structure de la maison est à base de pneus remplis de terre bien tassée, un mode de construction qui ne transparaît pas une fois la bâtisse achevée. Derrière, c'est construit avec les pneus, mais ils sont recouverts avec de granit de la région pour être un peu plus traditionnel, qui est plus sympa parmi les autres maisons. Good. Inside, à l'intérieur, même principe, la maison cultive les clins d'œil à ses matériaux d'origine. On ouvre un placard, on y retrouve un pneu qui constitue la base des murs porteurs de la maison. Quant à l'isolation, ce sont de vieux habits déchiquetés qui remplacent la laine de verre. Et à propos de verre, un assemblage de bouteilles multicolores nous donne un vitrail du meilleur effet. À première vue, on pense que tout cela est l'œuvre de farfelus et qu'un pneu ne peut évidemment pas rivaliser avec la solidité d'un parpaing. Et pourtant, c'est bien avec des pneus que sont construits à la montagne les murs anti-avalanche. Gonflés, allez-vous dire, et pourtant ça tient la route. Même usagé, un pneumatique garde toutes ses spécificités, c'est-à-dire son élasticité, sa durée de vie et sa résistance. Pour le prouver, nous allons nous lancer dans un test. À gauche, un vieux pneu. À droite, un parpaing flambant neuf. Exerçons une pression de plusieurs tonnes. Résultat, le parpaing éclate, le pneu, lui, en caoutchouc, est élastique et retrouve son galbe d'origine. Moralité, le pneu est ultra résistant et rempli de terre, il permet de construire des murs très solides. Reste à voir si le pneu a aussi des capacités isolantes. Retour chez nos amis anglais dans la Manche pour prendre la température. À l'extérieur, ça fait peut-être 10 degrés, mais à l'intérieur, j'ai assez chaud et on peut voir, c'est 25 degrés. Et tout cela sans chauffage ni électricité car la maison est complètement autonome en énergie. Nos as de la récup utilisent aussi le vent et le soleil qui sont en libre service, gratuit pour tout le monde. Éolienne plus panneaux solaires égale 0 facture d'énergie. Pierre Capomaccio, expert en énergie renouvelable, nous explique. Ici, on est sur un système semi-enterré, c'est-à-dire que la maison est enterrée dans le terrain. Cette spécificité va permettre d'éviter à la chaleur de ressortir trop rapidement et de permettre donc au bâtiment de moins consommer. La récupération n'est pas incompatible avec une bonne isolation. Autre astuce récup, ces briques en verre faites de 2 bouteilles. On va emprisonner de l'air dans le matériau. Cet air, finalement, c'est un peu comme le principe d'un double vitrage. Il va permettre d'éviter le contact entre l'intérieur et l'extérieur. Ça va amener une isolation thermique, donc un gain en chaleur, et aussi une meilleure isolation acoustique. Et enfin, des vieux vêtements déchiquetés remplaceront en absorbant l'humidité et sans irriter la peau la laine de verre, le tout à moindre coût. Avec un prix de revient de 140 000 €, cette maison n'est pas unique. Il en existe plus de 3000 dans le monde. Le concept nous vient des Américains. De quoi anticiper les pénuries du futur. Baptisées les Earthships, les navires de la Terre, elles sont 100% récup. Bref, sauvons la planète, faisons les poubelles. Autre idée singulière pour se loger dans le futur. Nous sommes près de Dunkerque. Voici Fanny, au milieu de ses champs, avec un panier de croissants. Mais à qui est-il destiné? On va ramener un petit déjeuner à nos invités. Sympa et surtout original, puisque ces invités ont passé la nuit dans un décor bucolique, dans cette cabane écologique sur pilotis. Cette cabane a tout le confort, excepté l'électricité. On s'éclaire à la bougie, c'est plus romantique. Pour le reste, c'est comme à la maison, ou presque. Dis Fanny, comment on fait pour le café? C'est une cabane écologique, mais on a quand même tout ce qu'il faut, tout est prévu. Donc pour l'eau, on a un système de pompe. Et c'est bon pour les mollets. La cuisine a sa bouteille de gaz. Alors une chambre d'amis indépendante et sans impact direct sur l'environnement, nous devons cette invention à un ingénieux constructeur de la région, Jean-Jacques. Son dada, les pilotis. Une cabane sur pilotis, c'est pour qu'elle puisse s'adapter sur les pentes. Si les terrains sont en pente, on la pose, on ajuste les pattes au terrain et comme ça, elle se retrouve de niveau sans nuire à l'environnement. Une cabane 4x4 qui s'adapte dans tous les milieux terrestres, mais aussi aquatiques.
Notre original inventeur pousse même jusqu'à démonter sa cabane pour la transporter en quelques heures dans un autre endroit. L'idée est de prendre l'apéritif le jour même dans cette cabane, mais cette fois sur un plan d'eau. Elle va donc se transformer en bateau. Chiche! Première étape, démonter la cabane à l'aide d'un élévateur. Il faut juste en avoir un à disposition. Ce qui va permettre de désolidariser les pilotis, la cabane et la terrasse. Il faudra moins d'1h30. En concevant cette cabane, Jean-François s'adapte aux contraintes de la loi. Alors on a fait une cabane qui se démontait aussi vite pour pouvoir aller dans des endroits où on n'a pas le droit de construire. Une cabane pour laquelle on n'a pas besoin de permis de construire. Une pièce légère et mobile pour agrandir sa maison. En voilà une idée qu'elle est bonne. Allez, direction le port de Plaisance. Nous allons maintenant mettre la cabane à l'eau sur une barge. Pour l'y installer, une technique ancestrale. Les rondins de bois. Elle va glisser sur le rondin qui est interposé entre le radeau et la cabane et qui sert de roulement. L'opération prend quelques dizaines de minutes et à l'arrivée, la cabane ne ressemble plus à un mirador de luxe, mais à un bateau tout aussi élégant. Jean-Jacques avait raison, il a réalisé son défi en moins de 4 heures. Quant au prix de cette merveille, 45 000 € quand même. Retour dans notre maison écologique d'Aix-en-Provence. Jérôme, bonjour. Vous êtes l'architecte de cette maison. Alors, première question, là, on est exposé au sud. Pourquoi ces planches qui, quand même, bouchent un peu la vue ? En fait, ces lames de bois servent à protéger les grandes surfaces vitrées de cette façade sud pour laisser rentrer largement le soleil d'hiver. Et par contre, en été, on a une protection maximale pour éviter que la maison surchauffe. L'angle est calculé pile pour laisser rentrer les rayons du soleil l'hiver et chauffer l'intérieur de la maison. Et pour que dès que le soleil commence à monter au printemps et à l'été, garder ici cette surface vitrée à l'ombre. C'est bien ça? Ils ont un angle de 32 degrés qui a été calculé spécialement pour ça. Ah oui, un système calculé de manière extrêmement précise. Absolument. Et pour préserver la température été comme hiver, ici, on fait aussi appel à la nature. Il y a ce petit plus au-dessus des chambres des enfants qui est ce toit végétalisé avec les plantes en train de pousser. Ces petites plantes. Ça va grossir. Ça va grossir, ça va devenir comme ces plantes-là. D'accord. C'est des plantes méditerranéennes qui nécessitent très peu d'eau et qui permet de renforcer l'isolation des toitures des chambres et également d'améliorer le confort d'été. Ça fait un toit donc qui reste frais en été, ce qui permet donc de donner de la fraîcheur aux chambres qui sont en dessous. Frais en été et chaud en hiver. Alors au final, on voit c'est une vraie machine cette maison à emmagasiner l'énergie du soleil en hiver, à garder la fraîcheur en été. J'imagine qu'au point de vue énergétique, c'est extrêmement performant. Alors on est autour de 25 kWh par mètre carré par an sur cette maison. Si on compare par rapport à la maison d'à côté par exemple. En construction classique, là, entre 150 et 200 kWh. Ah oui, donc on est presque à 8 fois moins de consommation énergétique ici. Absolument. Belle performance. Merci. Merci Jérôme. Depuis toujours, l'homme trouve dans la nature qui l'entoure une source d'inspiration et les inventeurs n'échappent pas à la règle. Vous allez voir qu'aujourd'hui encore, dans les laboratoires les plus high-tech, on observe les animaux pour essayer d'adapter certaines de leurs propriétés à des inventions utiles à l'homme. Regardez. Notre visite du zoo des animaux qui inspire les inventeurs commence avec un lézard, le gecko. Ce petit animal originaire d'Asie est capable, grâce à des lamelles adhésives sous ses doigts, de grimper sur toutes les surfaces, y compris les plus lisses. Il peut même marcher sur un plafond sans problème. De quoi intriguer une équipe de physiciens de l'Université Paris-Sud qui l'étudie de très près pour améliorer notre quotidien. On appelle cela le biomimétisme. En observant le gecko, on s'aperçoit qu'il possède des milliards de poils. Ils sont très mous et se déforment pour s'adapter à la surface sur laquelle ils marchent. Ce que l'on cherche à faire au laboratoire, c'est copier ces poils et voir comment ces copies de poils sont capables d'augmenter l'adhésion. Avec son équipe, Frédéric Restagno a fabriqué des poils en silicone pour imiter ceux du gecko. Il les a collés sur de petits carrés, mais le reste de la surface est lisse. L'idée est de tester la capacité d'adhésion de ces poils. Quand il y a des petits poils, comme ici, la surface colle, le scotch colle bien. Quand il n'y a pas de poils, on saute d'un coup. Là où il y a des petits poils, le scotch colle mieux. C'est comme le gecko. En changeant leur nombre et leur forme, on peut avoir l'adhérence que l'on veut. Et tout cela sans utiliser de colle. Aujourd'hui, les chercheurs travaillent sur la bande de protection du sparadrap. Mais à terme, de nombreux produits utilisant de la colle pourront donc se servir des particularités du gecko, comme ce silicone qui permet, grâce à son pouvoir adhésif, et on le répète, sans colle, de s'accrocher sans problème à une tasse.
Et qu'est-ce qu'on dit? Bravo le GECO! Si on vous dit araignée, scorpion, serpent, vous dites quoi? Ah bah je pense à sauter sur mon tabouret et à plus bouger tant que l'araignée n'est pas partie. La dernière fois que j'étais exposée à des serpents, je me suis évanouie. Si vous me dites araignée, serpent, scorpion, je vous dis taisez-vous, voilà. Bon, manifestement, ces petites bêtes sont fortement répulsives et pourtant leurs poisons permettent déjà de fabriquer des antidotes et de sauver des vies. Et ce n'est qu'un début. La preuve, à Sophia Antipolis, près de Nice. Bon, vas-y, descends un peu, Seb, va là-bas, voilà. Moi, je vais regarder là, voilà. Pas besoin d'aller sous les tropiques pour trouver des animaux venimeux. Ah, voilà. Voilà un scorpion. Ce ne sont pas des scorpions dangereux, mais malgré tout, ils ont, comme tous les scorpions, du venin. Et nous espérons que le venin de cet animal va pouvoir un jour nous servir à développer des médicaments. Et nous allons voir comment. Pierre Escoubas est chercheur. Nous sommes ici dans son laboratoire. Nous travaillons sur les scorpions, sur les araignées, sur les serpents, sur les cônes, sur les anémones de mer et tout ce qui est venimeux. Sympa les collègues de travail. Des collègues qui sécrètent du venin qui paralyse leur proie. On appelle cela des neurotoxiques. Et si l'on se fait piquer ou mordre, à ce moment-là, que se passe-t-il dans notre corps ? Lorsque vous êtes piqué par un scorpion, par exemple, les molécules du venin vont diffuser dans votre corps et vont aller se fixer sur le système nerveux, sur les muscles et sur la jonction entre les nerfs et les muscles. Ce qui va avoir pour effet de bloquer le système. Si vous bloquez la transmission de l'influx nerveux vers le muscle, vous avez comme résultante une paralysie des muscles. En fait, en bloquant l'influx nerveux, certaines de ces molécules peuvent empêcher le cerveau de recevoir le signal de la douleur. Elles ont donc, eh oui, un effet antidouleur, un peu comme la morphine, sans les effets secondaires. Les avantages des molécules sur lesquelles nous travaillons sont qu'elles sont en général beaucoup plus ciblées. Elles agissent un peu comme des missiles cellulaires et on espère donc qu'elles auront beaucoup moins d'effets secondaires que des molécules classiques comme la morphine. Les molécules de nos petites bêtes sont donc naturelles et ce sont elles que le chercheur souhaite isoler pour nous soigner. D'où l'idée de collecter du venin sur les scorpions de la région. Voilà, c'est le scorpion du Languedoc, donc sa piqûre peut faire très mal. Donc il est déconseillé de se faire piquer, c'est pour ça, vous voyez, que je prends beaucoup de précautions pour sa manipulation. Voilà. Puis nous allons le relâcher après lui avoir prélevé un petit peu de venin. Quelques impulsions électriques indolores et le venin apparaît. Il est ensuite passé dans une machine qui le fractionne molécule par molécule. Chaque pic correspond à une ou plusieurs protéines. Donc nous allons tester l'activité de chacun de ces pics dans notre test cellulaire de façon à trouver la molécule qui nous intéresse. Près de 300 molécules actives sont ainsi répertoriées. Elles peuvent potentiellement nous soigner. À terme, par exemple, les scientifiques vont inventer des médicaments à base de protéines de venin d'araignée pour calmer nos douleurs. Encore plus incroyable, celles du venin de serpent pourront être utilisées dans le traitement des maladies cardiovasculaires. En clair, si l'on a un coup au cœur à cause d'une araignée ou d'un scorpion, le venin de serpent nous remettra sur pied. Sympa finalement. Pour finir, passons à une autre invention qui fait partie de notre quotidien, le velcro, le moyen le plus rapide de fermer ses chaussures, son porte-monnaie ou son sac à main. Cette invention, on la doit à Georges de Mestral, un chercheur-chasseur suisse sachant chasser avec son chien. À chaque fois, son chien revenait avec plein de petites boules de chardon qui étaient dans ses poils. Le chercheur en question, le scientifique, a regardé un petit peu le principe et il a inventé ce double textile qui s'accroche et qui se détache très facilement. Ces petites boules de bardane, dont s'est inspiré le chercheur, ont la particularité d'avoir des extrémités en forme de crochet. Si elles s'agrippent facilement aux poils des animaux, c'est grâce à la kératine qui les compose. Cette protéine fibreuse se développe sous forme d'écailles. Les crochets s'y accrochent donc sans problème. En reproduisant ce mécanisme, Georges de Mestral... Les Mistral gagnants. Effectivement, puisqu'il a remporté en 1951 un succès immédiat avec son invention, le velours crochet, le velcro. Le velcro a même été utilisé par la NASA pour fixer les objets et les astronautes dans les capsules spatiales. Jérôme, tu aimes les animaux? Oui. T'as un chien? Oui, j'ai un poisson rouge aussi. Est-ce qu'il a des puces de temps en temps, ton chien? Ça lui arrive, oui. Qu'est-ce que tu fais à ce moment-là? Par précaution, on met tout de suite un collier, pulvérisation. Eh oui, toujours de la chimie. Est-ce que tu connais ça? Tiens, regarde. C'est un peigne, donc. Oui, c'est un peigne, mais il y a quelque chose de spécial. Regarde bien. Bah non, je vois pas.
Ah, il s'allume. Il C'est un s'allume. qui s'allume. Il s'allume. Mais il n'y a D'accord. pas que ça. Tu vas D'accord. voir, regarde. On n'a pas de chien sous la main. Non. On a beaucoup mieux. Regarde. Ah, t'as un fauve, carrément. Un fauve, Ah, un ouais. tigre. Bon, déjà, faut maîtriser le fauve. Voilà, il est calme, tu vois, voilà, gentil. Alors regarde bien ce qu'il y a maintenant à l'intérieur de chaque ailette du peigne. Tu vois les contacts électriques? Ah oui, je vois, là, il y a un truc, oui. Entre ces contacts électriques, tu as une différence de potentiel qui va électrocuter instantanément les puces de ton animal. Vas-y, tu le passes tout simplement. Ok. Voilà. Directement là dans Voilà, la tu le passes fourrure d'origine. directement dans la fourrure d'origine, voilà. Ok. Tu vois ce que tu fais, d'ailleurs en plus c'est très pratique grâce à la petite lumière qui est intégrée. On voit très bien ce qu'on fait. Et chaque fois que tu as une puce qui va passer entre les deux contacts, elle va être instantanément électrocutée. Vache, c'est Donc, dingue, la peau. traitement d'attaque contre les puces, Ouais. tu passes ça sur les poils de ton chien qui a festé de puces, tu ratiboises tout. Ah, c'est super ingénieux, ça. Donc ça marche aussi pour les poils du torse d'Alain Manoukian. Hein, qui peut se Certainement, passer ça comme ça. il n'y a pas de raison. D'accord, très bien. Bah, je Eh vais le ben, passer, ça va lui faire plaisir. Exactement, bah, garde-le pour Très ton bonne chien. idée, c'est ingénieux. Formidable. Bon, bah, on continue. Bah oui, Allez. exactement, on a C'est d'autres parti. choses à voir. Très bien, ça. Jérôme, une petite soif? Ah bah écoute, moi, c'est pas de refus. Est-ce que tu as remarqué qu'on n'a jamais de décapsuleur sous la main quand on a besoin de décapsuler un soda, une bière, avec modération bien sûr? Oui, bah non. Par contre, on a tous un smartphone. Oui. Alors regarde, les inventeurs ont pensé à nous. Regarde celui-ci. Qu'est-ce qu'il a celui-là? Non, mais regarde derrière. Ah, très fort. Donc j'y vais. Bien sûr. Allez, je décapsule. C'est presque une application supplémentaire. Exactement. Ah, très bien, mais c'est Alors, génial, ça. Ça, c'est déjà Formidable. une invention très amusante. Mais imagine maintenant que tu es face à ta télévision, tu as la télécommande en main, comme nous tous, tu veux décapsuler ta bouteille. Ouais, alors là, c'est quand même... Non, ouais, Tu as non. besoin de tes deux mains. Ouais, il est obligé. Est-ce que tu connais ce décapsuleur? C'est celui qui change tout. Regarde. Ah non, alors là, je ne... Ça Tu ressemble vas même t'en- pas à un décapsuleur, quoi. Ça ressemble pas à un décapsuleur. Non, et pourtant Mais il va t'aider à ouvrir cette bouteille sans la tenue. Autrement dit, ce décapsuleur, tu vas t'en... Non, 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 stop. Non. Tu n'as pas le droit de te tirer ta main gauche. Ah bon? C'est un coup à prendre. C'est un geste révolutionnaire. Ah, attends, je crois que j'ai trouvé. Vas-y. Nickel. Et la capsule reste dedans. C'est très très bien. C'est pratique. Ah oui, c'est pratique, c'est pratique. D'accord. Décapsuleur, une main. Et une petite coupe pour conclure en beauté cette émission? Écoute, c'est pas de refus, j'allais te le proposer. Alors, là, le problème, là, on va quand, encore tomber dans un truc. Oui. quand tu fais péter, comme on dit vulgairement, un bouchon de champagne, c'est que bien souvent, il part dans la nature et tu sais pas comment le récupérer. Non, d'ailleurs, tu le récupères jamais. Voilà, et le résultat, c'est que quand tu tonds ta pelouse, des semaines plus tard, tu trouves les bouchons de champagne. C'est vrai. C'est pour ça qu'on a inventé quelque chose d'extrêmement pratique, bien sûr. C'est le parachute à bouchon de champagne. Tu connaissais pas ça? Non, je connais pas. Tu vas voir. Démonstration. Alors. Tu vas commencer ici par enfoncer ce petit anneau. T'es sûr que c'est pas dangereux? Non, c'est pas dangereux du tout. Voilà. Tu vois, je mets ce petit anneau, évidemment, qui va lier le parachute qui se trouve ici. Là, il y a un parachute. Là, il y a un parachute. Ouais. Avec notre Bouchon. bouchon. D'accord. Qu'est-ce qu'on fait ensuite? On sort le parachute de son logement, comme ça, il est prêt à être tiré. Et maintenant, on va aller déboucher cette bouteille de champagne. C'est la fête, quoi. Bah, pourquoi c'est moi qui fais d'ailleurs? Tiens. Pourquoi? Ah bah ouais, non, C'est mais toi attends. Et l'invité. si je rate? À toi l'honneur. D'accord. Si tu rates, ce sera de ta faute. Très bien. Tu crois que vraiment il va partir? Bah écoute. Attention. Attention, il part. Et voilà un magnifique parachute. Étonnant, non? Génial. Bah du coup, on n'a pas perdu le bouchon, mais on a gardé la bouteille. Exactement. Hein? Très bien. Allez. E comme E égale. E égale M6. Ah oui, pour le coup, je croyais que c'était éthylique, mais effectivement, ça marche pas. Jérôme, à ta santé. À la tienne, Mac. Merci d'avoir accepté mon invitation. Et merci à toi. J'ai appris plein de trucs. Évidemment. Merci. À bientôt. À bientôt. Bon bah voilà, on se retrouve tous les deux avec la bouteille.